Bonjour tout le monde, on est ravi de vous accueillir ce matin pour un petit atelier webinar consacré au marketing et au RH. Alors rapidement, vous êtes sur la plateforme Livestorm qui vous permet d'échanger, de réagir. Donc en tout cas ce matin, n'hésitez pas à réagir. Vous avez le chat qui est sur le côté droit et on a Déborah qui va animer, qui va être derrière pour vous répondre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à réagir, etc. dans le chat. Et on va être ensemble pendant une petite heure. On va essayer de prendre la parole. Alors, on est très bavard, Nathalie et moi. On va essayer de prendre la parole sur seulement 30 minutes pour parler du sujet qui nous amène aujourd'hui sur marketing et RH. Comment est-ce qu'on peut travailler, s'apporter des choses ensemble. Et on va commencer peut-être déjà rapidement par se présenter. Nathalie, qui es-tu? Eh ben, merci Thibaut, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc Nathalie Wirth, je suis cofondatrice de la société OneRH, qui est une société de conseil en développement des ressources humaines fondée en 2016. Et donc avec mon équipe, on accompagne des structures de toute taille, de la TPE, start-up, association jusqu'au grand groupe, sur un certain nombre de missions de conseil en développement des ressources humaines et une spécialisation fil rouge qui est le recrutement, l'attractivité, la marque employeur au sens large, où on accompagne à la fois à valoriser l'image de marque RH de nos salariés, de nos clients, pardon, et les aider de facto à trouver leurs pépites en travaillant vraiment le fond et en le faisant savoir à l'extérieur. Voilà, donc on est une équipe d'une dizaine de personnes aujourd'hui à côté de Strasbourg. Alors, à moi maintenant. Je suis Thibaut Bernardin, je dirige une agence marketing web qui s'appelle Blueboat. Nous, on a un positionnement qui est un peu particulier vis-à-vis de nos clients, c'est que nous travaillons sur la stratégie, la définition de la stratégie marketing. On va partir d'objectifs et après, on a des chefs de projet qui vont appliquer cette stratégie, coordonner tout ça avec une orientation par rapport aux objectifs. Tout ce qu'on va faire, c'est construire un plan d'action pour atteindre des objectifs. Et là-dedans, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça sur les objectifs et ces objectifs, justement, peuvent être très variés, mais généralement, on va accompagner, nous, nos clients sur gagner de l'argent durablement grâce au web ou en économiser. Mais on voit aussi qu'il y a des dimensions finalement qui ne sont pas que économiques, qui peuvent être aussi liées à du recrutement. De temps en temps, on vient nous donner un objectif plutôt RH. Et c'est là où, dans nos échanges, quand on discute ensemble avec Nathalie, on se dit, finalement, on a beaucoup de choses à se dire entre marketing et RH, et on a beaucoup à s'apporter. Peut-être avant de rentrer justement dans ces choses très concrètes entre marketing et RH, Nathalie, toi, avec ta casquette RH, est-ce que tu peux peut-être un peu nous dire c'est quoi les enjeux en ce moment des RH? Mais il n'y en a pas. Non, je plaisante, c'est pas vrai. Il y en a un paquet, en tout cas. Les enjeux, en tout cas, est vraiment partagé. Hein. Tout type de structure confondue en ce moment. Le référentiel actuellement va de la TPE, encore une fois, au grand groupe. Les enjeux, il y en a trois. Hein. C'est vraiment de se dire aujourd'hui, les candidats, les collaborateurs, les habitudes de travail changent. Les attentes, les motivations au travail changent. Naturellement, il y a un effet post-Covid, mais je suis convaincue que ça bouillait déjà avant. Et là, ça a évidemment explosé. Donc, on attend un autre rapport social avec l'entreprise. On attend un autre pacte social. Et puis, on est en quête de sens. Les candidats, les collaborateurs cherchent le sens, cherchent le pourquoi je me lève le matin, pourquoi je donne de mon temps à cette structure plus qu'à une autre. Donc, il y a vraiment l'enjeu aujourd'hui d'adapter déjà une promesse RH, un pacte social qui soit adapté aux besoins d'aujourd'hui, aux besoins des collaborateurs. C'est pour ça que déjà, j'introduis tout l'intérêt de travailler avec les marketeurs. C'est que personnellement, je travaille de plus en plus cette notion aussi de cible, candidat, collaborateur, la notion de persona, qui nous permet aussi de bien savoir aujourd'hui qu'attendre nos cibles, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leur motivation au travail, généralité bien évidemment, à affiner, pour nous permettre déjà de retravailler le fond qui est la promesse RH. Ça, c'est le premier enjeu. Les habitudes changent et il faut vraiment connaître sa cible, s'adapter. Un peu comme un client, on est vraiment dans l'ère aujourd'hui du candidat et du collaborateur client.
Et le deuxième enjeu, quelque part, au-delà de nos cibles, c'est aussi ce que ça questionne en interne dans la posture des RH et dans aussi leur capacité à se remettre en question, dans leur façon de recruter, dans leur façon de piloter les ressources humaines et justement de créer finalement des silos avec les marketeurs, mais pas que, d'être vraiment en pair to project pour avancer sur des thématiques pas tout seul, mais avec la force notamment des marketeurs pour la marque employeur. Donc ça questionne énormément aussi les enjeux du recrutement aujourd'hui, au-delà du pacte social, la posture, le rapport des RH et des dirigeants, évidemment, par rapport à ces questions. Le troisième, c'est que naturellement, ça a échappé à personne que tout se sait, que tout se voit. Donc c'est vrai que la notion d'engagement aujourd'hui dans l'entreprise, elle est forte quand on sait que le chiffre de 13% en France de salariés réellement engagés dans une entreprise fait parfois assez froid dans le dos. On se dit, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit retravailler en interne ? C'est cet engagement. C'est pourquoi je viens travailler pour cette entreprise. Et c'est un peu le bifidus actif de la marque employeur aussi qui fait que ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Donc tout l'enjeu, c'est de re-questionner toutes les dimensions finalement des conditions de travail et du travail au sens global. Donc ça veut dire que dirigeants RH aussi doivent s'unir pour définir ce que c'est le travail chez soi, chez eux, quelle est vraiment l'identité de la marque employeur et le style aussi qu'on veut partager, qu'est-ce qu'on a à défendre et tout ce travail d'engagement avec authenticité, avec respect de sa cible, ça aussi, mine de rien, c'est une très grande remise en question pour nous aussi, les RH et les dirigeants. Donc les enjeux sont forts, mais à retenir un candidat client, un collaborateur client qui nous amène à équilibrer la relation aussi professionnelle. Et ça, on en revient aussi aux bases d'un contrat de travail finalement par rapport à cela. Et je parle beaucoup, Thibaut, donc il faut savoir m'arrêter aussi. J'espère que sur cette partie, toi, t'en finalement aussi de ta vue marketeur. Tu introduis des notions où finalement, moi en tant que marketeur, c'est des choses, je me reconnais dans certains éléments, simplement je vais le transposer dans un environnement que je connais davantage, puisque là tu as parlé de beaucoup de choses autour d'un candidat, d'un salarié, etc. Finalement, c'est des notions, quand on les transpose dans mon univers, celui du client, c'est la même chose, hein. On est à peu près dans ces mêmes enjeux aussi. Je pourrais presque reprendre tes 3 enjeux et puis les transposer côté client. Maintenant, ce qui m'a toujours assez surpris dans mon parcours professionnel, c'est quand on partage ces éléments-là, qu'on a cette démarche justement en termes de cible, c'est finalement pourquoi est-ce que le marketing et les RH ne travaillent pas plus ensemble ? Il y a encore finalement certainement de la méconnaissance parce que finalement c'est des sujets fortement d'intérêt pour vous, la marque employeur notamment. Parfois de chasse gardée, mais ça c'est de mon expérience aussi, où finalement il faut rassurer les équipes marketing aussi et inversement, rassurer les RH aussi. Mais tout est à gagner et je crois qu'on a plein d'histoires à raconter, toi et moi. En tout cas qu'on est finalement sur des enjeux communs et qu'il faut simplement unir nos forces et nos compétences pour y parvenir. Et ça, il y a du travail parce que finalement, c'est des compétences et c'est une méthode clairement à déployer. Comment tu as fait, toi, avec tes clients ou avec les entreprises que tu as pu accompagner, pour réussir à mettre marketing et RH autour d'une même table ? Déjà, finalement, quand on se rencontre et qu'on croise nos enjeux, ils sont similaires. Ils ont des enjeux de réputation, de valorisation de la marque. Et puis moi, j'ai des enjeux d'attractivité. Donc, clairement, en fait, on se rejoint. Donc, assez vite, c'est de provoquer tout de suite un comité de pilotage marque employeur. Donc, on le met très vite dans l'agenda. Et quand on se met dans cette instance, c'est qu'on commence à arriver avec nos objectifs, notamment moi, un nombre de recrutements pour un client à faire atterrir ou une image à valoriser. Finalement, très vite, je me tourne vers eux et je leur dis aujourd'hui, sur quoi je peux m'appuyer, c'est quoi vos outils déjà, qu'est-ce qu'on peut faire et très vite leur laisser la parole pour qu'ils s'aperçoivent qu'en fait, ils sont pilotes aussi de la démarche et que finalement, par rapport à leur existant, moi, je peux venir m'y poquer. Donc, je pense que c'est déjà provoquer ce groupe de travail et se mettre autour d'une table et finalement définir un peu l'organe, définir l'édito, on va dire, aussi autour de la marque employeur et les moyens à déployer compte tenu de nos objectifs. Je dirais que c'est un peu ça, c'est peut-être provoquer, taper tout de suite pour provoquer ça et permettre que le groupe de travail se lance. Et après, par contre, suivre la récurrence et les objectifs. Alors, c'est assez marrant ce que tu dis sur la démarche parce que
moi, comme je l'ai vécu à chaque fois dans mes entreprises, c'est finalement, j'ai mes collègues DRH qui viennent toquer à la porte, t'invitent à une réunion de travail justement parce que il y a un salon, il y a des offres d'emploi, on n'a pas assez de candidats qui répondent à nos offres, etc. Et on arrive très tard généralement le marketing et on est un peu mis devant le fait accompli en nous disant ah ben j'ai une offre d'emploi, il faut que tu la relaies sur les médias sociaux. Je suis sur un salon, il me faut un kakémono, il me faut des plaquettes, etc. Et donc, on se retrouve finalement assez tard. Et moi, un grand conseil que j'aurais envie de donner aujourd'hui, c'est finalement pour déjà réussir à bien travailler ensemble. Tu parlais notamment de la notion de cible. Bah là, on est sur des notions déjà, on commence à toucher à de la stratégie. Et pour moi, ce groupe de travail, il doit être initié très rapidement et sur des notions de stratégie tout de suite et de se dire, OK, quels sont nos objectifs, quels sont nos besoins, quelles sont nos actions, nos moyens aujourd'hui à faire et comment est-ce qu'on pourrait travailler ensemble et finalement, qui fait quoi déjà aujourd'hui, qui pourrait faire quoi demain. C'est exactement ça. Après, dans le cadre, nous, de projets, on intervient souvent sur des missions de conseil avec des dates de début, des dates de fin, ou bien sur des missions en RH à temps partagé. Même s'il y a de l'urgence, même si évidemment recruter pour avant-hier est toujours l'urgence, il est fondamental de se poser. On peut faire des micro-actions. Tu parlais de relayer les annonces, etc. Mais pas de précipitation en tout cas sur cette thématique parce que justement, aller trop vite aussi et divulguer parfois aussi des sujets RH, ou en tout cas des thématiques RH rapidement. Il ne faut pas qu'on oublie que les premières personnes qui voient tout ça aussi sont les salariés. Donc vraiment pas se précipiter, définir l'organe, les acteurs comme tu disais, les objectifs à atteindre, les moyens qui vont être alloués. Et puis vraiment se mettre des engagements à 3 mois. Ça paraît assez lointain, mais finalement, ça va vite. Mais de se dire finalement, qu'est-ce qu'on fait déjà atterrir à horizon 3 mois. Là, c'est bête, mais j'ai le cas finalement d'un copil chez un client où on s'est dit, on va faire 2 actes sur le trimestre. On va déjà remettre un bulletin mensuel dans l'entreprise pour redynamiser. Et puis, on va mettre un livret d'accueil aussi parce qu'on n'en a pas. Et puis, on va le faire savoir après à l'extérieur qu'on se structure. Mais on va pas à pas et on se lance pas dans tous les chemins. Ça, je pense que c'est vraiment le point à retenir une fois qu'on structure l'équipe et l'organe. Mais je reviens sur une notion que tu évoquais tout à l'heure où tu parlais d'image, enfin tu parlais de marque employeur et tu me connais, moi c'est une notion qui me fait toujours bondir et je vais rendre à César ce qui est à César. Je vais faire un petit coucou à Frédéric Fougerat qui a une vraie posture là-dessus que je partage entièrement, c'est que finalement, et c'est comme ça que moi j'ai pu le vivre aussi dans des entreprises où on a le sentiment que les RH vont travailler la marque de leur côté, se dire on fait une marque employeur d'un côté, sauf que finalement, pour moi, la marque, c'est pas quelque chose qui appartient au RH. Comme c'est pas quelque chose qui appartient au marketing, c'est un actif qui appartient à l'entreprise, qui est l'entreprise qui va valoriser l'entreprise. Et finalement, on doit partager ça et on doit travailler ensemble. Tu parlais de chasse gardée tout à l'heure. Je suis convaincu que ça ne doit pas être une chasse gardée du marketing, ça ne doit pas être une chasse gardée des RH, mais c'est maintenant que finalement, on a cet actif-là. Comment est-ce qu'on va réussir à le partager et à le travailler ensemble? Parce que de ce que je constate, c'est cette marque, elle va être utilisée pour les clients, pour aller toucher les clients, et elle va être aussi utilisée côté RH pour aller toucher des salariés. Et quand on regarde dans l'expérience, les deux sont très poreux, parce que potentiellement même un futur salarié est peut-être un client déjà actuel. Absolument. Ah non, mais c'est en ça où finalement, quand on s'aperçoit que l'écosystème de l'entreprise, tout le monde est acteur de la marque employeur, même les fournisseurs, et qu'effectivement, je n'ai que des expériences positives, en tout cas, à collaborer avec les marketeurs quand ils sont là, ou bien à être dans des logiques externes de collaboration avec d'autres partenaires qui auraient aussi des cabinets de conseil et qui interviennent chez les clients. En tout cas, à un moment donné, ça s'impose pour faire la différence, pour se faire valoriser. Ça reste un métier. Et même si on est peut-être aujourd'hui quelques RH à souvent improviser aussi pour pallier à l'absence des compétences marketing, à un moment donné, ça a évidemment ses limites. Donc, c'est plus qu'urgent et je pense que c'est la combinaison gagnante. Et justement, on va peut-être rentrer maintenant sur les clés aussi pour y parvenir, mais c'est un enjeu essentiel, en tout cas d'être ensemble. C'est évident.
Moi, avant justement de rentrer dans les clés, il y avait un cadre de travail que j'aurais voulu partager avec vous, où finalement, c'est ce qui nous a permis de nous rassembler autour d'une table avec, mes collègues d'RH quand j'étais chez Banque Populaire. C'est que côté marketing, on va beaucoup travailler autour de la notion de parcours client. Là où en fait, côté RH, on va parler de la notion de parcours, collaborateur. Et là-dedans, nous, on a un élément, je vais essayer de vous le mettre à l'écran, et il y a une chose qui me paraît intéressante. Là, je vous expose côté client, comment est-ce qu'on va fonctionner. Nous, on va travailler sur ce qu'on appelle des moments de vérité. Des moments de vérité, c'est tous les moments où un client va avoir une interaction avec la marque. Et on voit qu'il y a plusieurs points de passage qui sont importants. Euh, Généralement, on va se dire, l'interaction, c'est quand le client il est face au produit ou au service dans un magasin. Ces notions de moment de vérité, ils ont été théorisés à la base, c'était par Procter et Gamble, puis ils ont été complétés par Google il y a une dizaine d'années. Et derrière, en fait, c'est de se dire, un client, avant d'avoir une expérience avec un produit ou un service, il va se passer plein de choses. Et notamment, il y a une notion que Google a introduite, c'est le zero moment of truth, le moment zéro de la vérité, où avant même d'avoir vu le produit ou le service, le client a déjà recherché des informations, a déjà commencé à se faire un avis sur des produits, sur des services ou sur des marques. Et donc là, ça va être important pour une marque d'être présente à ce moment-là. Et on peut très bien le transposer côté RH, À 300. pour en fait avant d'aller postuler, ou même quand on est dans de la chasse, quand je vais être chassé, le réflexe, alors déjà le futur salarié n'est pas neutre, hein, puisqu'il a fait ses recherches, il a déjà une idée de est-ce que c'est une entreprise qui m'inspire confiance, est-ce que moi en tant que client, c'est quelque chose enfin j'ai une expérience positive avec cette marque. Il va questionner son entourage aussi, justement dans ces moments de vérité. Quand Google a théorisé il y a une dizaine d'années, ils avaient analysé qu'un client, un consommateur, quand il va rechercher à acheter un produit ou un service, va consulter une dizaine de sources d'informations. Aujourd'hui, ils ont réactualisé leur étude cette année. Aujourd'hui, un client va consulter en moyenne une vingtaine de sources d'informations, et quand c'est des parcours complexes, ça va être jusqu'à 40 sources Non. d'informations différentes, qui peuvent être en ligne, qui peuvent être en magasin, dans son entourage. Et c'est là où c'est important pour une marque d'être présent dans ces moments-là aussi, dans ces interactions, et si possible positivement. Et par rapport à tes expériences, ce côté RH, on s'aperçoit que le candidat est parfaitement décodeur de la langue de bois et que finalement, l'authenticité reste aussi dans ce moment de vérité. Est-ce qu'elle existe et est-ce qu'elle est réelle? Parce qu'il voit tout, il décode tout. Et nous, derrière, en entretien, on a ces questions qui arrivent. Et parfois, on voit qu'ils sont même plus informés que nous en RH. Donc, c'est toujours assez spectaculaire, mais c'est une réalité que tu as vue et que tu partages aussi. Ouais, puis moi, ce qui m'intéresse pourquoi je raisonne beaucoup en parcours client, c'est parce que trop souvent, les marques, d'un point de vue commercial, vont être très, très concentrées sur l'acte de vente, hein. Je cherche à attirer un prospect, que ce prospect commande chez moi, et après, c'est bon, j'ai gagné, il a acheté. Sauf que ça ne s'arrête pas là. Au moment où il a acheté, il va utiliser le produit ou le service, et puis il va encore se passer des choses. Et on le voit justement là dans le schéma que vous avez à l'écran sur les moments de vérité. Il y a cette utilisation, il y a même dans une logique e-commerce, la livraison, hein, c'est aussi un moment qu'on va passer avec la marque. Et si mon produit, je le commande, je l'ai tout de suite, ou s'il y a des retards de livraison et que je l'ai dans 3 mois, j'ai même pas encore reçu mon produit, que j'ai déjà une expérience positive ou négative avec la marque. Et suite à ça, en tant que consommateur, je vais avoir un avis qui va être positif ou négatif. S'il est positif, je vais recommander autour de moi. Je vais peut-être réacheter, je vais peut-être acheter à nouveau ou acheter des choses complémentaires par rapport à la marque. Et par contre, si je suis négatif, si j'ai une expérience négative, je vais peut-être demander de l'aide parce que j'ai un problème d'utilisation de mon service, ou je vais peut-être venir râler comme beaucoup de clients sur les médias sociaux. Et là aussi, je vais attendre qu'est-ce que la marque va dire par rapport à ça. Si je viens râler sur les médias sociaux, comment la marque va réagir par rapport à ça. Et tout ça, on en arrive dans ces moments de vérité où c'est le moment ultime de vérité, sur ces partages d'expériences, et qui vont venir alimenter la recherche d'infos, parce que l'expérience que Thibaut Bernardin va vivre quand il achète un produit, un service, ou même quand il a une expérience RH,
ben, c'est l'expérience que des futurs salariés ou des futurs clients vont aller rechercher aussi et regarder, se dire, ah ok, est-ce que c'est une bonne boîte pour venir travailler ou est-ce que c'est une bonne marque pour acheter tel produit ou tel service? Bah, l'acte d'achat, il est clair, hein. Je vois qu'il y a dans les participants des personnes que j'ai pu avoir en formation RH, marque employeur, il n'y a pas longtemps, et on parle souvent de l'acte d'achat qui est le fait de postuler finalement, et ça ne s'arrête pas là. La personne a voulu nous donner finalement sa confiance, on prend son CV, mais tout l'enjeu commence maintenant de ne pas le décevoir. Et c'est vrai que là rentre en jeu l'expérience candidat et la façon dont on l'accompagne, on traite son CV dans des délais raisonnables, la façon dont on lui apporte du feedback tout au long du processus, qu'on lui donne une réponse, évidemment, dans des délais très respectueux. Donc tout ça fait qu'effectivement, tu as raison, il se nourrit, en tout cas, d'une image, il se nourrit d'une expérience. Et tout le but aussi pour nous, c'est qu'il en garde une image positive, puisque 9 fois sur 10, on va dire non à un candidat. Qu'est-ce qu'il a retenu? Mais l'acte d'achat, pour nous, c'est vraiment l'acte de postuler. Et avant ça, on sait très bien qu'il y a tout un parcours du candidat avant de postuler. Et c'est en ça où on a besoin de vous aussi pour nous faire évidemment se rendre plus visible, pour avoir les bons arguments adaptés à la cible, encore une fois, et aussi se dire, mais notre cible, qu'est-ce qui l'intéresse? Où est-ce qu'elle est? Comment elle s'informe? Et ça, vraiment, c'est tout ce que vous nous apportez, qui est extrêmement nourrissant, je trouve, aussi dans nous, le suivi qu'on va faire aussi dans le recrutement avec les managers. On va leur dire, tu sais, si tu veux attraper tel profil, sache que voilà qui va être ses centres d'intérêt, n'hésite pas à valoriser tel et tel argument RH. Donc vraiment, je trouve que ce travail aussi de fond, de bien connaître sa cible, nous nourrit dans la promesse RH aussi qu'on a proposée, dans l'expérience candidat, et ça va nourrir aussi le manager après pour vraiment acter des temps de management de qualité, puisqu'il va continuer à bien apprendre et connaître sa cible. Donc je trouve que c'est tout un parcours. Pour moi, il reste client, même quand il est collaborateur, le collaborateur est toujours un candidat, particulièrement dans le monde dans lequel on est, où il est très volatile. Donc, si on considère le collaborateur comme un candidat tout au long même de la collaboration de travail, ça permet aussi, nous, de nous interroger et d'adapter donc cette promesse RH. Puis de le faire savoir, évidemment. Donc, l'intérêt, encore une fois, de la collaboration RH marketing, elle est totale par rapport à ça. Je rebondis par rapport à une remarque dans le chat de Laura sur travailler la QVCT pour fidéliser. Et j'en reviens sur ce parallèle parce qu'il y a un article qui est sorti récemment dans un média marketing qui disait le gros enjeu pour 2023 dans les entreprises, côté client, ça va être la fidélisation client. C'est là où on retrouve aussi la même chose, ces mêmes enjeux-là. La fidélisation des talents avant tout, avant de le faire savoir, encore une fois. On avait promis quelques clés comme ça assez pratiques pour avancer. Là, pour résumer finalement sur marketing RH, on se rend compte qu'on partage des choses. On partage déjà une marque ensemble. On partage aussi une vision stratégique. Et vision stratégique veut dire on va avoir des objectifs, dont certains qui vont être en commun. On va travailler aussi sur toutes des notions de cible. Et là, le marketing va pouvoir alimenter aussi la réflexion RH sur la notion de cible. On va parler après d'activation et là, on va pouvoir partager des leviers, utiliser des leviers. Maintenant, si on en vient sur quelques clés, en préparant cette intervention, on a essayé de définir, de vous donner 5 clés qui ne sont pas exhaustives, mais en tout cas qui sont dans notre quotidien. Et moi, la première notion, généralement, quand on vient nous voir sur cette notion de recrutement, souvent, ça commence déjà par nous, on rentre dans la notion RH par la marque et notamment sur une posture défensive sur la casquette d'e-réputation. Notre cœur de métier, c'est la veille d'e-réputation à l'origine, avant de faire de la stratégie. Et en fait, on rentre souvent par ça et ça va être sur des bad buzz généralement. Et moi, il y a un chiffre comme ça, je ne vais pas vous partager 15 000 chiffres, mais il y en a un que j'ai envie de partager comme ça, c'est que vous devez garder en tête, il y a 93% des expériences en ligne qui commencent avec Google. Ou en fait, quand un internaute il va allumer son ordinateur ou son smartphone, qui va commencer à chercher quelque chose, il va souvent commencer par Google et il va taper quelque chose. Et quand on se met dans une posture commerciale comme RH, finalement, le premier réflexe, on va regarder, tiens, je veux travailler chez Crédit Mutuel, j'ai vu passer une offre d'emploi chez Crédit Mutuel, j'ai commencé à taper Crédit Mutuel. Et là, qu'est-ce que Google va nous dire ?
Et souvent, bah, c'est la première des choses que nous, on va regarder, c'est, quand vous commencez à taper une marque, c'est là qu'on voit qu'on a des sujets qui sont très, très liés. Bah, vous tapez, Crédit Mutuel, Google va commencer à vous suggérer des choses. Et dans ces suggestions, ben, on voit il y a des dimensions recrutement qui arrivent très, très souvent. Crédit Mutuel, une des 10 premières suggestions, c'est recrutement. Le groupe Schmitt, c'est recrutement. Suez-Ucom, qui est aussi un industriel de la région, là, dans les suggestions, c'est très, très lié au recrutement, puisqu'on a un recrutement emploi, on a du recrutement aussi pour une localisation. Donc, on a ce sujet-là. Oui, et juste une toute petite parenthèse, on sait aussi aujourd'hui qu'un candidat, un de ses premiers réflexes, si c'est pas le seul aussi, c'est d'aller directement dans Google pour taper CDI, le nom de son emploi et la ville. Donc on est vraiment aujourd'hui convaincu que c'est d'ailleurs le premier acte quand il recherche un emploi. Il va pas forcément tout de suite sur des sites emploi, il va d'abord dans Google pour voir s'il y a un CDI d'un chargé de marketing à Strasbourg. Et paf, là aussi, je vais te redonner la main, mais en tout cas, Google va être un bon moyen pour nous aussi de nous rendre visibles, parce que la procédure de recherche, en tout cas, elle passe clairement maintenant par Google aussi. Et il y a une notion qui est super importante parce que si je suis curieux et que justement je viens regarder, tiens, Sioux, emploi ou Schmitt, recrutement, et cetera, qu'est-ce que Google va me ressortir comme information? J'espère, on va pas faire le test là en direct, mais j'espère que justement ces marques-là prennent la parole à ce moment-là, ont quelque chose à proposer à l'internaute autour du recrutement. Et il y a un élément, généralement, je vous parlais, nous, on va accompagner des marques pour gérer des crises d'irréputation parce que bah, vous avez entendu des histoires comme balance ton agence, balance ta startup, ou même il y en a une qui avait défrayé la chronique avec Louis Etu. Je ne sais plus si vous vous souvenez de cette marque de bijoux, où en fait on se rendait compte que les conditions de travail étaient catastrophiques et même finalement ce qu'on vendait aux clients comme étant des bijoux artisanaux de qualité, etc., on se rendait compte qu'en fait, c'était des choses faites en Chine, sourcées qu'on retrouvait sur plein d'autres plateformes, etc. Et donc finalement, toute la promesse, tout ce que tu disais tout à l'heure hein, sur l'image, tout ce beau vernis, bah, il commençait à se craqueler. Et derrière, finalement, on se rendait compte qu'il n'y avait pas grand-chose. Et bah, on l'a vécu hein, dans le milieu des agences, notamment des agences de pub avec Balance ton agence. Et là, derrière, c'est ce qu'on va présenter à un futur candidat, potentiellement, de se dire, ben, est-ce que mon agence, elle a des casseroles aux fesses hein est-ce que mon entreprise a des casseroles aux fesses? Donc là, sur ce premier conseil, c'est regardez ce qui se dit sur votre marque et soyez déjà très clair par rapport à ça. Et soyez sûr aussi d'avoir quelque chose à dire, hein, que vous ayez pris la parole à ce moment-là, à cet endroit-là, à ce moment zéro finalement de la vérité. Si vous avez justement des choses négatives comme ça qui sont... Alors l'idéal c'est d'avoir du positif qui va venir naturellement, mais si vous avez des choses négatives, assurez-vous déjà de pouvoir le travailler dans le fond et dans la forme. Et il y a notamment un point qui va souvent ressortir, c'est sur les avis. Sur les avis, alors on parle beaucoup des avis clients, mais c'est exactement la même chose côté collaborateur. Il y a plein de plateformes d'avis. Il y a notamment une qui s'appelle GoWork, qui vous fait le classement des pires entreprises de février ou de tous les mois de 2022. Je vous souhaite absolument pas d'être là-dedans, mais au contraire d'être plutôt dans les dans les Great Place to Work. Mais je le redis encore là-dedans, tu parlais de notion d'authenticité. Il ne faut pas juste avoir un label où c'est une bonne place pour travailler, mais c'est que on ait vraiment fait des choses concrètes hein, pour que le salarié soit content d'être là et finalement reste et le dise. En fait, souvent pour les RH, il faut se dire qu'est-ce que dit le salarié quand il rentre chez lui ou chez elle le vendredi soir, quand il est soit avec son conjoint, sa conjointe ou avec ses potes autour d'un verre. Qu'est-ce qu'il retient de cette expérience de travail? Et ça, c'est déjà un bel indicateur de son engagement. Mais évidemment que là, pour le coup, ça peut être très à risque. Et on l'a, hein, côté recrutement, de gens qui, après un appel téléphonique, quand on va leur demander ce qu'ils avancent, nous disent je vais prendre le temps de la réflexion. Puis quand on les rappelle, nous disent non, finalement, c'est pas pour moi, ça me correspond pas. Ça arrive souvent qu'ils aient fait aussi un travail sur Google de voir ce qui se dit et que les avis les fassent fuir, clairement. Il n'y a pas que ça, mais il y a d'autres indicateurs aussi qui rentrent en jeu.
Ouais, on a Laura et Jessica qui disent dans le chat, qui donnent des exemples là-dessus. Alors, il y a les mêmes pratiques côté RH, balance ton recruteur. Oui. Sur LinkedIn, des apprentis, des stagiaires. J'ai vu pas mal fleurir de choses là sur LinkedIn ces derniers temps où un stagiaire ou un apprenti qui se fait planter au dernier moment par une entreprise. Certains les nomment, d'autres pas, mais ça peut rejaillir là-dessus. Donc oui, c'est important de travailler tous ces moments. On parlait des moments de vérité, tu disais. Finalement, il faut attacher du soin à tous ces moments. Je me souviens d'une expérience de recrutement que j'avais vécue et que j'analysais un peu avec mon regard du marketing, où c'était intéressant. Le process de recrutement était très très long, c'était une SS2I strasbourgeoise. Le process était un peu long, mais par contre, il y avait des feedbacks qui étaient demandés aux candidats à chaque étape. Ça, c'est sûr. Alors en marketing, on va beaucoup utiliser le, le terme m'échappe. Le terme m'échappe. Promoter score? Oui, le NPS, le Net Promoter Score, où c'est voilà, une interrogation systématique du client avec un critère qui est très simple. Hein, c'est sur une échelle de 0 à 10, à quel niveau, à quel degré vous nous recommanderiez. Et ben, j'ai vécu la même chose. On m'interrogeait sur du NPS à des étapes de recrutement. On me demandait, voilà, comment tu as vécu cette étape-là, cet entretien avec le RH, cet entretien avec le PDG, cet entretien machin. Et là, en fait, on peut se rendre compte aussi dans le parcours, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé. Et en plus, en tant que candidat, on se sent considéré, quoi. Et récolter du feedback, on le fait pas assez, hein, côté RH, et c'est indispensable. À chaud, comme tu es en train de le dire, à froid aussi, et aussi quand on a les candidats face à nous, hein, pour vraiment adapter aussi à la fois comment ils nous ont trouvés, et puis après sur les temps d'échange, ce qu'il en reste, sans oublier qu'encore une fois, très souvent, la majorité d'entre eux ne seront peut-être pas retenus dans la structure et qu'il faut qu'ils restent et qu'ils gardent une image positive. Donc c'est un vrai enjeu à bien des égards. Bah, c'est là où finalement le marketing peut aussi beaucoup apporter au RH, puisque c'est des choses qu'on a mis en place côté client, qu'on a même réussi à automatiser pour que ce soit pas trop chronophage non plus. C'est des outils finalement qu'on peut aussi transposer très facilement et très rapidement côté RH, en se disant maintenant comment est-ce que je peux envoyer une enquête, ou comment je peux récolter un avis d'un candidat ou d'un salarié qui vient de passer un entretien. Et ça, c'est des choses qu'on peut apporter assez facilement et qu'on devrait même apporter assez facilement. Deuxième clé qu'on voulait évoquer, c'était justement sur la côté image de marque, comment on peut la développer, cette image de marque. Côté RH, tu donnais quelques astuces ou quelques préconisations, comme notamment l'authenticité. Est-ce que tu as d'autres choses pour développer cette visibilité? Non, mais ça raccroche avec les enjeux aussi RH que sont le besoin de sens finalement aussi. Un candidat doit retrouver, il doit savoir pourquoi il viendrait chez vous et le collaborateur pourquoi il reste. On en vient aussi à l'identité finalement de l'entreprise, hein, sa raison d'être, sa mission, ses valeurs. C'est quoi sa signature vraiment? Et ça ici, effectivement, c'est un très grand axe de travail. Aujourd'hui, c'est des sujets qui reviennent régulièrement lors de séminaires. Il y a eu tellement de changements sur les 2 dernières années que aujourd'hui, ces questions-là sont fondamentales. Et nous, derrière, c'est de la matière RHment pour pouvoir aussi agir et valoriser autour des valeurs, des actions concrètes qui matérialiseraient l'esprit d'équipe, par exemple, ou la bienveillance, c'est à la mode. Mais ça, ce socle, il est incontournable aussi. Donc, pour moi, en tout cas, l'angle, il est vraiment à retravailler, que tout le monde se retrouve en tout cas dans une identité, dans une signature d'entreprise, et qu'après, dans les actes, évidemment, RH et managériaux, on retrouve finalement les valeurs de l'entreprise, que ce soit hyper aligné. Aligné avec finalement l'intention des dirigeants et dans l'action concrète des encadrants, des managers, accompagnés des RH. Ici déjà, c'est un énorme sujet de travail pour aligner tout le monde et piloter en tout cas c'est l'animation de l'identité de l'entreprise. Mais pour moi, c'est un pilier. C'est un pilier. Après, on a des profils d'entreprise très très différents là, parmi les participants. Il y a un truc qui me fait peur. Hein. Je dirige une petite entreprise, on est 9. Hein. J'ai le sentiment que travailler sur son image de marque, tout mettre en place, les valeurs, etc., c'est réservé aux gros acteurs, à des groupes comme on a pu voir, Crédit Mutuel, Schmitt, etc. Moi, en tant que patron de TPE ou à la limite même de PME, qu'est-ce que je peux faire?
C'est clairement des sujets à travailler de manière collective, mais hier, j'étais avec des artisans en formation RH et on a parlé de ces sujets. Ils ont très vite vu que même pour eux, c'était important qu'il y ait ce cadre de travail parce que ça reste un cadre de travail, un cadre de fonctionnement. Et ça, on a tendance à l'oublier, que oui, le collaborateur, le candidat est devenu client, il faut qu'on réponde à ses besoins, certes, mais il y a quand même un cadre de travail, des limites à pas dépasser. Et les valeurs, en tout cas, encore une fois, la mission de tous, pourquoi on est là et comment on travaille, ça, c'est à la portée de toutes les structures et à partir du moment où il y a un seul salarié. Donc, ça se travaille concrètement en séminaire annuel ou en réunion d'équipe, ou bien ça se travaille d'abord avec le dirigeant qui sait ce qu'il attend et quelles valeurs il veut déjà voir incarnées. Et après, à lui aussi de proposer aux équipes de voir si ça matche avec celle des équipes et de la construire. Et après, on charte ça sur une belle affiche ou dans une charte un peu des valeurs qu'on peut monter sur un A4 ou sur un canevas très rapidement et qu'on affiche partout et qui est aussi un point de référence en réunion d'équipe, un point de référence aussi en entretien individuel, si tant est que ce soit affiché, pour pouvoir parfois faire passer des messages aux équipes et aux salariés. Donc, c'est à la portée de tout le monde. Et ensuite, de le faire savoir à l'extérieur. Et donc, à partir de là, de démontrer concrètement à l'extérieur, quand on parle d'esprit d'équipe, ça se matérialise comment? Par exemple, chez Blueboat. Et là, tu m'en parlais encore tout à l'heure, les actes de réunion, de temps d'échange individuel, sont des actes RH qui prouvent aussi qu'il y a de la cohésion et qui prouvent qu'il y a de l'esprit d'équipe par rapport à ça. Donc, c'est à la portée. Tu le dis, c'est déjà de poser des choses, de se mettre d'accord sur un socle de valeurs et trop souvent, ces valeurs qu'on retrouve sur une page du site internet où quelles sont nos valeurs, c'est des grands trucs, des grands mots qui ne sont pas incarnés. Donc, c'est OK de poser des choses, de les incarner, de les faire vivre réellement. Quand on va poser une valeur, si c'est par exemple de la solidarité ou un engagement sociétal, ça ne doit pas juste être une valeur affichée sur le site internet, c'est comment on va le faire vivre. Et là, derrière, après, nous, notre conseil en termes d'activation, il y a plein d'outils qui existent, où il y a des chances que vous soyez présent sur LinkedIn, on en parlait tout à l'heure, de Facebook, Twitter, etc. Quand il y a un engagement concret qui est fait, c'est là où il faut réussir à le valoriser, à montrer ce qu'on fait réellement. On s'est retrouvé par exemple chez Blueboat où on a fait un don de matériel informatique à Emmaüs Connect. Et si vous avez des ordinateurs dont vous ne savez pas quoi faire, je vous invite vivement à contacter, à faire un don à Emmaüs Connect. Ça leur donnera une seconde vie très utile. Mais voilà, c'est le genre d'engagement, d'action concrète qu'on peut faire. Et puis derrière, on va forcément communiquer dessus. C'est normal, il faut juste trouver le bon degré pour que ça fasse pas trop de récupération. Mais en tout cas, voilà, quand il y a des choses concrètes qui sont faites, on va pouvoir communiquer dessus et diffuser cette information sur les médias sociaux. On parle justement des médias sociaux. Il y avait une des clés quand on parle recrutement et quand on échange beaucoup. Toi, c'est un des leviers que tu as vu le plus exploser ces dernières années, c'est le recrutement via les médias sociaux. Ah oui, particulièrement, et encore de nombreuses demandes pour se former, même dans les équipes RH aujourd'hui. Et ça, c'est vrai que là, c'est une vraie stratégie à adopter et elle est multiple finalement, d'un point de vue RH. Évidemment, que la partie community management RH, elle est fondamentale. Donc, si vous êtes une entreprise qui fait des publications extrêmement business, c'est de réussir quand même au moins 1 à 2 fois par semaine, mais au moins 1 fois par semaine, avoir une publication RH, publication à chaud, par rapport sur un événement RH qui est en train d'arriver, ou bien une publication plus à froid par rapport justement à vos piliers de promesses RH. Qu'est-ce que vous proposez dans l'expérience collaborateur, à l'intégration, dans l'acquisition, le développement des compétences, dans la qualité de vie au travail. Ça paraît du bullshit, mais au fond, quand c'est vraiment authentique, quand c'est réel et quand ça vient en plus par la voix des salariés, mettez ce contenu en tout cas en avant. Mais ça, c'est une première stratégie pour imprimer votre marque RH dans l'esprit finalement de vos cibles et qu'à l'arrivée, l'indicateur de candidature spontanée puisse peut-être être à la hausse aussi. C'est en ça une stratégie régulière de community management RH notamment est importante. Et de manière globale, Thibaut, je pense que tu ne m'arrêteras pas si je te dis qu'il faut dans tous les cas publier
au moins 2 à 3 publications par semaine sur sa page entreprise pour que ce soit en tout cas vivant. Mais là, je m'en réfère à ton expertise. En tout cas, il faut prendre la parole régulièrement. La question initiale, c'est prendre la parole pour dire quoi? Il faut déjà se poser cette question et à qui. Et après, effectivement, c'est de prendre régulièrement la parole. Et je partage tout à fait le constat que tu fais sur il y a des choses à dire côté employeur. Et en tant que marketeur, j'invite les marketeurs, s'il y en a qui sont avec nous, ou en tout cas j'invite les RH aussi à soumettre ce genre de sujet à leurs amis marketeurs, c'est de dire, bah, tiens, dans la ligne éditoriale que la marque peut avoir sur les médias sociaux, comment est-ce qu'on peut intégrer aussi des collaborateurs, comment est-ce qu'on peut les valoriser? Parce que derrière, bah, ça va être bien pour une démarche employeur, mais c'est aussi bien d'un point de vue client. Finalement, qui fait vivre cette marque derrière? Vous avez un responsable du service client, ben, présentez-le et qu'il explique c'est quoi son métier. Ça permet de valoriser aussi côté client que ben il y a des gens qui sont derrière et vous humanisez aussi la relation. On a envie de pouvoir construire quelque chose, une relation avec cette marque et de se dire que c'est des vrais gens qui sont derrière. Donc il y a plein de démarches, il y a plein d'exemples de marques comme ça qui mettent en avant leurs collaborateurs, que ce soit dans des spots TV, que ce soit sur les médias sociaux. Ouais, faites-le, ça humanisera. Mettez vos clients en avant, mettez vos salariés, c'est eux. Mais il faut que ça reste. Je parlais tout à l'heure de Frédéric Fougera. Je sais qu'il avait eu cette initiative. Ils ont fait un blog justement où je crois que ça s'appelle Ces belles personnes, où les salariés sont mis en avant. Et ça peut être, c'était à l'époque où il était chez Foncia. Ça peut être une directrice dans une agence, un conseiller commercial, un gestionnaire de parcs locatifs, etc. Et on va montrer qui sont ces gens qui sont derrière. Et pour rebondir sur ce que tu dis, finalement, ces publications aussi, qu'est-ce que nous, on en fait d'un point de vue RH, recruteur? On s'appuie aussi sur les marketeurs ou sur les community managers pour interagir avec cette communauté, mais toutes les personnes qui vont liker, partager la publication RH, adressons-leur un message en tout cas, et ça justement les community managers le font pour les remercier, pour savoir ce qu'ils ont apprécié dans le contenu, et puis pour glisser tout simplement qu'on recrute aussi, donc donner des biscuits de lien vers le site carrière par exemple de la structure. Donc faites quelque chose de tous ces gens qui like et qui partagent, écrivez-leur un message personnalisé, parce que ça c'est la deuxième stratégie sur les réseaux sociaux, c'est l'approche directe, c'est la prise de parole avec un candidat en individuel. Donc ça commence ici pour cultiver finalement ce travail de community management et ensuite rebondir sur toutes les interactions. Et puis à côté de ça, c'est d'oser, si votre secteur d'activité le permet, d'aller approcher directement des profils sur les réseaux sociaux. LinkedIn, évidemment, en fer de lance si votre cible y est, mais on peut tout à fait le faire aussi sur Facebook. Ça reste des messages professionnels, de manière idéale personnalisée pour que le candidat derrière la cible s'aperçoive que vous n'avez pas juste envoyé un message automatique générique, mais que vous avez pris le temps de regarder son profil. Sur Facebook, il suffit qu'il ait mis ne serait-ce que son titre de poste, ou peut-être l'entreprise auquel il appartient, qui vous permettra déjà de rebondir dans un message personnalisé sur peut-être travailler dans le même secteur d'activité. Mais cette personnalisation, finalement, elle continue ensuite en individuel. Aujourd'hui, beaucoup de recruteurs, encore sur LinkedIn notamment, font des messages automatiques. Parfois, c'est même pas le prénom de la personne, c'est n'importe quoi. Donc ça casse complètement l'image, évidemment, de l'employeur. On n'en garde pas une bonne image. Et surtout, les candidats aiment bien faire des imprimés écran et les mettre sur les réseaux sociaux en mode « telle entreprise m'a contacté », où ils sont sympas, ils floutent le nom du recruteur. Donc attention quand même à ça. Mais en tout cas, vous ciblez individuellement. Et puis, c'est une façon de faire connaître votre marque à des personnes qui ne suivraient pas votre page ou naturellement ne vous connaîtraient pas. Mais ça veut dire derrière une organisation dans les équipes RH pour sourcer, puisque c'est du sourcing, et pour avoir aussi les bons codes pour approcher ces candidats. Donc ça prend. Mais ça veut dire aussi derrière avoir des équipes de recrutement qui ont le temps à la fois de traiter des annonces, mais aussi d'aller sur les réseaux sociaux et d'interagir quelque part avec leur communauté. Je suis convaincue qu'aujourd'hui, un recruteur déjà doit prendre la parole sur les réseaux sociaux et animer
son fan club aussi de candidats. Et ça, c'est indispensable d'avoir sa page en tant que recruteur aussi, d'intégrer tous les candidats avec qui vous allez interagir dans vos contacts, et d'entretenir la flamme, le fameux fan club, avec des publications régulières. De la même façon que finalement, tout ce que vous allez collecter comme données venant des réseaux sociaux, que ce soit un nom, un prénom, une adresse mail, puisque vous interagirez avec peut-être votre cible ensuite par mail, c'est de garder aussi toutes ces données. On verra qu'on peut l'utiliser aussi à des fins de recrutement, et on peut faire du mailing à des candidats régulièrement. On peut vraiment entretenir une newsletter recrutement en candidat à destination de ces viviers. Donc, on a vraiment une force de frappe qui est formidable, mais attention, ça nécessite une organisation dans les équipes RH et que tout le monde soit formé à ça. Ouais, il y a de la formation, il y a de l'outillage aussi, parce que finalement, moi, ça me faisait sourire ce que tu disais, parce que on peut le transposer côté marketing, où on a tous reçu un message automatisé dans sa boîte LinkedIn, L'horreur. machin qui veut nous vendre son outil. Et finalement, c'est la même chose. On a aussi reçu des messages plus ou moins non personnalisés de recruteurs. Et c'est la même chose. Donc, c'est vrai qu'en tant que marketeur, bah, il y a les mauvais marketeurs qui font ça. Il y a des marketeurs qui vont avoir une approche beaucoup plus personnalisée. On va aller chercher sa cible où elle est. Tu parlais justement de canaux en fonction. Alors, il y a, je crois, Laura qui disait que pour certains types de postes, vous allez chercher plutôt sur LinkedIn, sur d'autres leviers. On a nos clients, par exemple, qui recherchent des agents de production. Ben, là, on fait la démarche sur Facebook, parce que les agents de production qui recherchent, enfin, le profil qu'ils recherchent est plutôt sur Facebook, et le recrutement se passe plutôt là-dessus. Mais souvent, en formation recrutée via les réseaux sociaux, les entreprises s'aperçoivent que leur cible, en fait, n'est pas sur les réseaux sociaux et qu'il faut revenir à des canaux bien plus classiques, parfois de proximité. Donc, c'est important aussi de ne pas partir dans tous les sens sur les réseaux sociaux, d'où l'aide puissante des équipes marketeurs, si vous les avez, par rapport, encore une fois, aux façons de s'informer, aux façons de rechercher du travail, voilà, comment fonctionne votre cible, et ensuite d'adapter en fonction des choix de canaux. Parfois, j'insiste, les réseaux sociaux sont peut-être pas la solution, mais quand ça l'est, après, vous avez compris qu'il y a toute une stratégie éditoriale, et c'est en ça où on s'appuie vraiment sur les marketeurs aussi pour nous aider à l'animer. Alors moi, ça me fait rire, parce que j'enlève la casquette du web, mais j'ai une anecdote personnelle comme ça, où je me souviens de collègues d'RH qui reviennent d'un salon et me disent ouais, on n'avait personne sur notre stand, alors que notre concurrent qui était en face, il y avait plein de monde, et qui Oui. commence à se dire oui, on n'a pas assez de goodies, machin. À un moment, on va juste se poser des questions. Je leur ai dit la prochaine fois, c'est quand votre prochain salon, je viens vous voir. Et donc, je suis allé sur le forum recrutement qu'ils avaient, avec mon regard de marketeur, et puis et d'essayer de me mettre à la place d'un candidat. Et ok, j'ai commencé à leur faire des observations. Justement sur ce qui était affiché, et en fait on voyait pas le logo, les images c'était des vieilles images qui donnaient pas envie. Mes deux collègues étaient assis derrière une table, on n'avait pas forcément envie d'aller les voir, etc. Quand ben, les concurrents, ou justement celui qui drainait du monde, c'était pas juste une histoire de goodies, c'était une histoire finalement de posture globale. Et ça, c'est un conseil que je peux vous donner, c'est inviter un de vos collègues du marketing à un salon de recrutement, pour avoir son regard aussi sur comment vous vendez finalement votre entreprise à des candidats. Ça peut être super éclairant. Et puis, de manière générale, les recruteurs, les RH sont les agents de la marque employeur, les premiers ambassadeurs, et ça nécessite un excellent relationnel, de transpirer, comme je dis souvent, les valeurs de l'entreprise, d'y croire. Comme on croit un produit pour un commercial, et donc on le vend avec plaisir, c'est exactement la même chose pour les RH. Donc, typiquement, sur ton exemple, ça ne me surprend pas. Mais voilà, quand on décide en tout cas, et quand on est face à des enjeux forts de difficultés de recrutement, encore une fois, l'organisation, le marketing, c'est une première chose, mais avant tout, quelle est la posture aussi des RH, des recruteurs, des managers, des dirigeants qui reçoivent aussi ces candidats, quelle image on laisse, et ça, tout ça, ça nourrit aussi évidemment la réputation. Ton exemple est parfait, et encore malheureusement trop courant. Donc, Il y a un élément qui est marrant aussi, c'est quand tu parles sur la posture du manager, du recruteur, etc. Il y a le mail de non-confirmation. C'est que finalement, on va vivre aussi une expérience par rapport à ça. Vous avez tous vécu ça, des épisodes de recrutement où on reçoit la fameuse réponse absolument non personnelle sur malgré tout la qualité de votre profil, etc. Nous ne pourrons pas donner.
Et là, finalement, on peut vivre quelque chose. Des expériences positives que j'ai pu vivre, c'est le recruteur qui te rappelle suite à une dernière étape de recrutement et qui va te faire un débrief, qui va te dire, bon, bah voilà, on a beaucoup apprécié votre profil, malheureusement, bah, on a choisi un autre candidat qui avait plus d'expérience, mais qui va quand même te débriefer sur, c'était quoi, toi, tes points positifs? Ben, moi, ça m'a marqué parce que on m'a aidé à grandir aussi, à me dire, est-ce que c'est lié à moi? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux finalement? Qu'est-ce qui me manquait? Et ça m'a permis peut-être de travailler plus telle compétence ou de travailler une posture, des choses comme ça. Et c'est là où ça peut être intéressant pour un RH de d'apporter aussi de la valeur dans ces moments-là, même si on fait pas la vente ou en tout cas on fait pas le recrutement derrière. C'est un des piliers de l'expérience candidat. Et justement, dans la façon et les clés pour y arriver, cette expérience candidat doit être travaillée aussi avec vous, les marketeurs, justement pour nous aider à proposer du contenu à toutes les étapes finalement du recrutement. Et je pense à Deezer qui fait finalement un joli mail aussi de retour aux candidats qui ne retiennent pas. Ils ont travaillé ça avec leur équipe marketing où il y a une playlist un peu en mode chanson pour retrouver le moral après la réponse négative. Bah ça, c'est typiquement des contenus, on va venir vous chercher pour nous aider à imaginer ça. Je pense aussi que vous avez, et je le vois, un rôle aussi, en ce moment, je travaille une plaquette avec un client, une plaquette qu'on va remettre à des candidats une fois qu'on confirme leur premier entretien, pour qu'ils aient un peu matière, qu'ils sachent comment va se passer l'expérience de recrutement avec eux, avec nous. On donne des biscuits comme ça à chaque étape, et donc là, on a besoin aussi de vous pour nous aider à construire ça. Et ça nourrit l'expérience candidat, et le candidat, quand il sort de là, il se dit « Waouh, c'est la première fois que je reçois ça, ou j'ai la première fois que j'ai un recruteur qui prend 5 minutes pour me dire non et pourquoi, et me donner des conseils. » C'est la très grande différence. Et ça marque les gens. Comme le client qui rentre dans la boutique et le vendeur a rien vendu, mais il a passé 5 minutes à lui donner des conseils, etc. On est vraiment dans la même approche. Et ça, les gens, ils n'oublient pas. Et moi, l'indicateur que je retiens, c'est qu'en 2, 3 ans, voire parfois 10 ans plus tard, on a des candidats qui vous font un message sur des réseaux sociaux pour vous dire « Je me souviens très bien de vous et sachez que je cherche un job ». Et là, on se dit « Ok, là, ça a bien fonctionné ». Et ça ne tient très souvent qu'à ce relationnel et qu'au respect qu'on donne aux candidats. Et ensuite, ça se sait, ça se diffuse. Ou bien nous, on le fait savoir aussi par la voie de ces avis qu'on va peut-être mettre aussi sur les réseaux sociaux pour qu'on voit qu'on traite aussi nos candidats vraiment avec beaucoup d'intérêt. Donc, Tu parles du respect qu'on peut donner aux candidats, mais c'est finalement aussi du respect qu'on peut donner aux salariés. Combien de fois on se retrouve dans un cercle d'amis, le repas du samedi soir, ou comment ça se passe chez toi, et en fonction de l'expérience, ah bah c'est catastrophique, tout le monde et on a un climat de travail, une ambiance de travail qui est catastrophique, ou au contraire quelque chose de très positif, ça peut donner envie ou pas de postuler. Justement, la quatrième clé, comment est-ce qu'on peut faire justement de ces salariés des ambassadeurs? Au-delà de ce qu'on s'est dit auparavant, d'avoir des choses authentiques, de travailler vraiment sur l'expérience du candidat et du collaborateur. Maintenant, comment est-ce qu'on peut réussir à embarquer ces salariés, à en faire des ambassadeurs qui vont aussi promouvoir la marque? Alors, il y a vraiment 2 approches. Alors, je vois que l'heure tourne, donc j'espère qu'on va avoir le temps d'échanger avec des questions-réponses aussi, mais il y a 2 clés. La plus simple, c'est d'avoir déjà de l'influence naturelle chez les salariés. Donc déjà de proposer à des salariés des groupes de travail, de les faire participer à des projets, à la vie interne de l'entreprise. Par exemple, leur proposer d'organiser la fête de Noël. Je cite n'importe quel exemple. Ce sont autant d'actes RH qui font que le salarié se sent appartenir, se sent reconnu. Et donc, quand nous, derrière, on va aller le faire savoir sur les réseaux sociaux, il y a des chances que ce soit les premiers déjà à partager et à relayer. Faire en sorte que les salariés soient des mentors lors d'intégration ou soit des référents pour les salariés sont aussi des actes qui permettent quelque part de définir un premier pool d'ambassadeurs aussi, de gens qui spontanément vont se dire moi je veux être tuteur ou mentor d'un nouvel arrivant. Et là on cultive un petit groupe qui va être ce même groupe qui va peut-être nous aider aussi à faire des projets internes ou à animer des temps de convivialité. Et petit à petit, de les mettre en valeur aussi. Ça peut être les premiers à faire des témoignages métiers, des premiers à être suivis dans leur vie ma vie métier, voilà. Et à partir de là, entre parenthèses, c'est ce que vous faites très bien chez OneRH, puisque si on vous suit sur LinkedIn, c'est
on voit très bien l'équipe OneRH, les partenaires OneRH aussi qui sont mis en avant et qui vont témoigner de leur expertise. C'est tous pas, les c'est pas OneRH qui va parler, c'est le salarié, le partenaire OneRH qui va parler de son expertise, de son métier. Absolument. Et naturellement, finalement, ces premières personnes-là, elles sont ravies aussi déjà de se voir sur les réseaux sociaux ou sur une plaquette ou une newsletter. Donc, elles vont forcément le relayer. Et puis, ça va donner envie. Parfois, ça donne aussi envie aux autres de suivre. Ah j'ai vu qu'un tel, il fait du mentoring, c'est intéressant. Ah je vois qu'on peut participer à des projets. Donc, je dirais travailler un programme d'ambassadeur naturel. Alors, ça veut dire, et c'est peut-être un peu beaucoup de travail, mais c'est encore une fois de revenir au bifidus actif qui est cette promesse RH, cette promesse collaborateur, cette expérience collaborateur et qu'est-ce qu'on fait vivre. Pour en avoir des influenceurs naturels, le salarié est un influenceur naturel, pour prendre les mots aujourd'hui à la mode, donc travaillons plutôt ça. Vous pourrez totalement aller sur le scénario d'aller chercher et toper des salariés que vous allez mettre en avant. Là, c'est un peu les forcer, donc pourquoi pas, ça fonctionne. J'ai pu aussi le faire par le passé. Mais allez plutôt demander aux managers quels sont dans les équipes, les salariés, qui sont ces fameux 13% de salariés engagés dans une entreprise à fond. Allez chercher ces 13% qui donneront ensuite envie, j'espère, au plus grand nombre d'y parvenir. Ça veut dire que c'est des salariés qui sont contents de travailler chez vous, contents d'appartenir à votre structure. Et c'est pour ça que c'est un bel indicateur. Demain, vous sortez un programme d'ambassadeur, il n'y a personne qui se présente. Ce sont des signaux faibles par rapport à, encore une fois, à l'expérience collaborateur. Et ce qui est aussi intéressant par rapport à ces ambassadeurs, ce que tu disais, c'est, je pense notamment à des entreprises ou des filières qui ont beaucoup de mal à recruter. Parfois, quand on va mettre en avant des salariés ou quand des salariés vont eux-mêmes prendre la parole et montrer leur quotidien, je me souviens en plus elle est alsacienne, d'une femme qui est dans le BTP, qui est dans la maçonnerie, je crois, et qui partage sur les réseaux sociaux de mémoire, je crois qu'elle est sur TikTok, et elle partage son quotidien dans la maçonnerie, etc. Elle concourt vachement à donner une image positive de son métier et finalement aussi de son entreprise. Et ça, je l'espère, encourage des jeunes à faire ce métier-là. Oui, c'est un point important parce qu'à la source, on a encore des problèmes d'orientation, on a encore des problèmes de valorisation de métiers, d'attractivité. Donc, c'est aux entreprises de prendre ce pas-là et de valoriser les métiers à leur niveau et d'en être aussi des ambassadeurs de leur secteur. C'est très important pour pallier encore quelques déficits de communication et d'attractivité à la source. Il y a d'autres thématiques de travail aussi pour attirer les personnes. Mais en tout cas, c'est pour ça que les réseaux sociaux, pour ça, y aident, mais pas que. Les présences dans les écoles et parfois dès les collèges, dès l'école primaire, même pour les artisans, en tout cas, qui pourraient être concernés, les acteurs du BTP. Là, on peut aller chercher les tout petits, mais c'est un vrai travail de long et de longue haleine pour vous permettre après peut-être de récolter les fleurs de ces graines. Mais c'est incontournable aussi de valoriser les métiers, ça passe par les salariés, évidemment. Tu parlais justement d'avoir des ambassadeurs. Il y avait la 5e clé qu'on voulait partager, c'était comment est-ce qu'on mobilise finalement ces salariés, comment est-ce qu'on arrive, on est souvent un peu tout seul dans notre coin, derrière notre bureau, etc. C'est comment est-ce qu'on arrive à créer une dynamique par rapport à ça? Pareil, il n'y a pas de révolution à apporter, il y a des choses simples à mettre ou à remettre en place. Faire partager les salariés entre eux par des ateliers de capitalisation, des ateliers de partage, faire des conférences internes, des ateliers animés par les salariés, c'est déjà contribuer à une communauté de travail dans la communauté, et qu'ensuite on valorise au travers d'une publication réseaux sociaux, d'une publication sur le blog de l'entreprise. Donc il y a vraiment, encore une fois, à revenir sur des essentiels RH à mettre en place, qui est comment on fait en sorte qu'il y ait des temps de partage entre les salariés, comment on valorise des communautés de travail qui ont une expertise, qui ont un pool de compétences. Ça passe aussi par leur faire prendre la parole dans les newsletters en interne, sur le réseau social interne de l'entreprise, s'il existe. Donc c'est aussi tous ces aspects, de créer ces moments de retour d'expérience, d'atelier, on peut appeler ça comme on veut. Et après de se dire, finalement, si j'ai pas encore la chance d'avoir un réseau social en interne, finalement là de le valoriser. Et puis ensuite, évidemment, à l'extérieur. Et je pense que ça va croiser avec ta synthèse aussi sur les 5 clés, tu voulais qu'on parle aussi de cette communauté de salariés et notamment de la puissance d'un réseau social interne. Non, mais complètement. Moi,
C'est un des moments où j'ai vraiment senti que on avait beaucoup de choses à partager entre RH et marketing, parce que j'ai vécu la mise en place d'un réseau social interne, en l'occurrence c'était Yammer chez Banque Populaire, et à un moment on se posait la question de qui gère ça, qui va gérer ce réseau social interne. Est-ce que c'était mon équipe parce qu'on gérait les médias sociaux de Banque Populaire à l'externe vis-à-vis des clients, ou est-ce que c'était la communication interne qui devait gérer ça? Est-ce que c'était les RH? Au final, ça a été la communication interne qui a géré ça, puisqu'on s'est concentré sur la cible. C'est qui la cible qu'on cherche à toucher, avec qui serait le plus légitime pour animer cette cible-là. Mais par contre, mon équipe a accompagné la démarche aussi d'animation, parce que il faut animer ça comme on animerait une communauté sur Facebook ou sur LinkedIn, avec une stratégie éditoriale, avec du community management, c'est-à-dire de poser, d'animer sa communauté, de la faire vivre, quand on voit qu'il y a un groupe qui prend pas, c'est comment est-ce que je peux les faire réagir sur un sujet, etc. Tiens, il y a quelqu'un qui pose une question sur le mauvais groupe, comment lui indiquer qu'il peut peut-être poser, s'il a une question, qu'il peut peut-être aller mobiliser tel autre groupe. Donc il y a une vraie logique là-dedans de community management en interne. Et quand on parle de réseau social, on parle de Yammer dans un groupe comme BPCE, mais à l'échelle d'une petite boîte, nous par exemple chez Blueboat, on va utiliser Slack, qui est un outil de communication en équipe, mais on l'utilise aussi finalement comme un réseau social interne, avec des canaux, avec une animation. On a par exemple Déborah là, qui est derrière le clavier, qui vous parle dans le chat, hein, et qui va aussi animer, qui a introduit par exemple une notion de le matin, on va se dire bonjour. C'est tout bête, hein, mais on se dit bonjour, et puis on aime bien les GIFs chez Google, chez Blueboat. Donc chacun va y aller de sa petite image qui va illustrer sa journée, et puis ça crée un moment comme ça de sympathie entre les collaborateurs. Et c'est un canal de communication pour valoriser déjà les salariés. C'est un outil aussi dont on parle en entretien, qu'on peut valoriser aussi en interne. Et c'est vraiment à la portée de tout le monde. Moi, je travaille quand même majoritairement avec des TPE, PME. Quand on a une licence Teams, on a un accès à un Yammer, donc on peut le mettre en forme, et on peut créer une ligne éditoriale et une animation. Si on a une messagerie sur Gmail, une messagerie professionnelle, vous avez Current, qui est l'ex Google Meet, qui fait non pas Google Meet, si c'est ça, Google Meet, qui fait en tout cas le job aussi du réseau social interne. Donc c'est complètement à la portée. Là actuellement on le fait pour un acteur du e-commerce pour 80 salariés. Donc ils ont Teams et ils ont un Yammer, et on est en train de les aider à avoir du contenu à valoriser. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que ça questionne aussi qu'est-ce qu'on a à dire, et puis ça oblige les RH aussi à créer des moments internes pour avoir du contenu forcément à publier. Donc c'est un cercle hyper vertueux. Qu'ils peuvent aller chercher dans les équipes du marketing qui ont déjà beaucoup de choses à dire. Une super question de Laura, c'est justement s'il y avait un premier pas à faire pour améliorer la fidélisation des collaborateurs, ce serait quoi? Je me permets de répondre déjà, d'apporter ma vision. Moi, on m'amène cette question-là, mon premier réflexe, c'est de me dire, ok, c'est quoi le point de départ? J'ai envie d'écouter, de me dire c'est quoi le feedback des collaborateurs? Est-ce qu'il y a déjà eu une enquête de satisfaction qui a été faite côté collaborateurs? Sinon, peut-être qu'il faudra en mettre une en place, hein, et me dire d'où je pars. Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils ne sont pas contents? Qu'est-ce qui leur plaît? Qu'est-ce qui ne leur plaît pas dans l'entreprise? Pour moi, ce sera déjà le point de départ. Je salue Laura, en tout cas, et effectivement, sur ce point-là, c'est de partir des besoins. On en revient à ça, on part des besoins, des attentes, des motivations des salariés. Après, il n'y aura pas de révolution, il faut quand même voir aussi ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise, et les phénomènes sociétaux actuellement, ça reste quand même le pouvoir d'achat. Donc qu'est-ce qu'on peut faire sur déjà la partie de la rémunération, qui n'est pas qu'une question de salaire de base, c'est aussi de répondre aussi à des périphériques de rémunération, des éléments variables qui pourrait donner plus de moyens, plus de souplesse aux salariés. On en est aussi sur les projets d'accompagnement et l'accès à la formation. Ça, c'est aujourd'hui le deuxième besoin, après le premier, je vais y venir, hein, l'équilibre vie pro, vie perso, mais comment finalement, je rentre dans ton entreprise, Laura, c'est quoi l'avant, c'est quoi l'après? Est-ce que j'ai grandi d'un point de vue des compétences? Comment j'ai accès à la formation? Quels sont les leviers pour me développer et peut-être faire carrière chez vous. Et surtout, finalement, peut-être un des premiers pas à faire aussi, et j'en reviens encore une fois à la société dans laquelle on a besoin d'avoir un équilibre vie pro, vie perso. Le travail n'est plus l'objectif de la journée.
plus pour beaucoup, en tout cas pour certaines catégories de génération. Donc, c'est comment on facilite l'accès à un télétravail, comment simplement on le propose. Après, le choix, on laisse le choix aux salariés d'être en télétravail ou travailler en présentiel, de s'organiser. Comment, en tout cas, on libère le travail dans le sens où on laisse le salarié qui est adulte être autonome, responsable. Et on responsabilise par contre les managers à évidemment encadrer l'organisation du travail. Donc je pense que le premier pas aussi, c'est de dire chez nous, il y a un cadre de travail, mais tu es libre quelque part d'un horaire flexible qui peut te faire arriver, non pas tous les matins à 8h30, mais tu as jusqu'à 9h30 pour arriver. Donc comme ce matin, quand on a 1h30 d'embouteillage pour arriver à Strasbourg, ça fait quand même plaisir de le savoir que c'est possible dans mon entreprise. Quand j'ai un gamin qui va pas bien, qu'il faut que j'aille juste le déposer chez la mamie avant de venir, donc j'ai cette flexibilité, plus le télétravail, plus quelque part une liberté de pouvoir partir ou d'avoir à faire mes heures comme je l'entends. Ça, je pense que ça répond aussi à un besoin important et vous gagnez en efficacité après en termes d'attractivité, notamment sur les jeunes générations, donc pour qui c'est aussi un vrai levier de décision pour rejoindre une entreprise. Donc salaire, rémunération, équilibre vie pro-vie perso et projet professionnel, je pense, sont les 3 axes. Mais peut-être que vous en avez d'autres, donc n'hésitez pas à les partager sur le chat aussi en fonction de vos retours d'expérience à tous. Est-ce que justement vous avez des questions, on arrive à la fin, et est-ce que vous avez des questions que vous souhaiteriez nous poser ou profiter sur un cas que vous auriez, sur lequel vous seriez confronté et vous aimeriez notre regard, pour un regard RH, un regard marketing? Il y a eu pas mal de questions, on a essayé de les traiter aussi en direct. Il y avait notamment Chloé qui au début du webinaire, qui parlait de visibilité des offres. Alors c'est vrai que c'est pas évident, hein. Il y a beaucoup d'offres. On entend même maintenant à la radio, l'autre coup j'entendais une agence d'intérim qui propose un smartphone pour un intérimaire qui viendrait signer un contrat avec eux. On en est là. Effectivement, c'est comment est-ce qu'on arrive à sortir du lot et à rendre ces offres d'emploi visibles dans un marché qui est très très concurrentiel. Déjà, c'est d'être transparent dans les annonces de recrutement et de valoriser donc toute cette promesse RH qui commence par tous les éléments de salaire, d'équilibre vie pro-vie perso, de conditions de travail. C'est important parce qu'il y a encore des annonces où on ne met pas le salaire, et aujourd'hui, on sait qu'il y a des candidats qui, malgré tout l'intérêt d'une offre, n'enverront pas votre CV parce qu'il n'y a pas la notion de salaire. En tout cas, nous avons un concurrent qui, lui, le met. On a cette notion tout à l'heure, tu disais, on ne peut pas répondre forcément à tous les candidats parce qu'il y a une masse importante, mais si on met une offre d'emploi pour un poste de DIRCOM et que finalement le package il est à 35K, ben oui, quelqu'un qui s'attend à 60K et qui derrière on lui dit bah non, c'est 35, on a fait perdre du temps à tout le monde, hein. Et puis, on n'aura peut-être pas les bons, encore une fois, qui viennent face à nous, mais ça, c'est ma casquette RH qui prend le relais. Donc, une annonce transparente, une annonce qui commence par un titre, qui est un titre compréhensible de tous et pas que du jargon de votre entreprise. Et ensuite, que ce soit quelque chose d'assez succinct. On n'a plus besoin de mettre 15 000 lignes de mission, parfois 2, 3, 4 lignes maximum, en se disant que justement, c'est pour appâter aussi le candidat, pour lui dire tu es dans la bonne direction, ce poste peut correspondre à tes besoins, et se laisser évidemment au téléphone, puis en entretien, l'occasion d'approfondir. Aujourd'hui, les gens sont très sensibles aussi au fait que leur mission, leur poste de travail puisse changer et qu'elle ne soit pas figée. Donc, soyez pas trop restrictifs dans une mission et surtout dans l'annonce. Laissez la porte ouverte aussi à d'autres projets qui pourraient se greffer. Ça va plaire aussi et surtout aux jeunes générations, mais pas que. Et puis surtout, soyez transparents sur le package global de travail, le salaire et tous les avantages, évidemment. Donnez du cachet sur le processus de recrutement dès l'annonce aussi. Dites qui va être contacté, qui va être le premier interlocuteur, le nom, prénom de la personne qui va être le premier contact téléphonique, détaillez s'il y a des entretiens, détaillez s'il y a des tests. Je rappelle d'ailleurs que c'est obligatoire d'informer des candidats quand il y a des phases
de test. Donc, proposez en 3-4 lignes, voilà comment va se passer notre expérience candidat. Et surtout, n'oubliez pas aussi que l'annonce de recrutement, c'est votre vitrine, que c'est souvent là le premier point de contact entre votre cible et vous. Donc, profitez-en aussi à la fin d'une annonce pour rediriger vers vos pages de réseaux sociaux. Suivez-nous sur Facebook, sur LinkedIn ou sur le site internet. Voilà, pour avoir finalement une belle vitrine, mais pensez finalement à ce que votre cible peut attendre aussi d'une annonce. C'est pour ça que j'encourage les RH à évidemment rédiger les annonces de recrutement avec les managers et ensuite de proposer à l'équipe, des membres de l'équipe, de lire l'annonce aussi pour voir s'ils se reconnaissent ou bien si ça leur semble cohérent. En tout cas, que ce soit un travail partagé pour nous assurer que le contenu il donne envie et qu'il soit bien adapté, encore une fois, à votre cible. Et travailler peut-être aussi un premier socle d'annonces avec les équipes marketing, parce que Absolument. finalement, vous avez des techniques marketing qu'on va utiliser, nous, pour attirer et convaincre des clients. Ça va être la même chose, hein. Il y a combien d'annonces sur lesquelles on passe et on se dit j'ai pas compris le poste, ça me donne pas envie, je vais regarder les premières lignes et je vais zapper parce qu'on va mettre du blabla, du blabla, du blabla. Finalement, il y a des techniques aussi de rédaction. C'est comment est-ce qu'on va accrocher à faire quelque chose de très, très concret rapidement et qui va donner envie de postuler derrière. Il y a un cabinet, je me souviens, il y a Digirock par exemple qui fait des choses super bien. C'est des gens du marketing qui se sont lancés dans du recrutement. Allez regarder un peu ce qu'ils font. Et maintenant, il y en a plein d'autres, et notamment OneRH, je sais que vous le faites très bien aussi. Mais en tout cas, ça pose un standard de se dire comment est-ce qu'on peut recruter un peu différemment. Et dans le processus, on parlait de qualification, comment est-ce qu'on qualifie un candidat. Je reprends cet exemple-là où Digirock, ils ont automatisé aussi un processus où vous postulez, derrière vous avez tout de suite un email de confirmation comme quoi vous avez bien reçu. On vous pose des questions complémentaires dans cet email-là, vous devez répondre. Et ça permet déjà aussi d'écrémer, hein. Un candidat qui est vraiment volontaire, il va répondre aux questions qui sont posées dans l'email. Celui qui a vu de la lumière passer, qui se dit tiens, je vais candidater comme ça. Et ce que j'ai beaucoup aussi apprécié dans des parcours, il y a cette fameuse étape clé de la lettre de motivation, où finalement on fait du copier-coller des choses qui sont complètement impersonnelles. Finalement, on peut aussi craquer le point avec, on ne demande pas de lettre de motivation dans l'annonce, et c'est dans cet email-là qu'on va poser des questions sur pourquoi est-ce que tu veux me rejoindre, ça, qu'est-ce qui t'a plu dans ma... Et ça oblige à le dire un peu différemment et surtout à réfléchir parce qu'on change du cadre un peu trop conventionnel de la lettre de motivation. Exactement. Je te rejoins. Allez. On arrive sur la fin et ça fait un peu plus d'1 heure qu'on est ensemble. Donc, je vais juste vous mettre une slide de synthèse s'il y avait des choses s'il y avait 5 choses qu'il fallait retenir de ce qu'on s'est dit ce matin. C'est la première des choses. La marque, c'est un actif qui appartient à l'entreprise avant tout. C'est pas la chasse gardée du marketing, c'est pas la chasse gardée des RH. Il faut travailler ensemble main dans la main et ça doit déjà être, à partir du moment où on commence à travailler sur la marque, il faut qu'on arrive à travailler ensemble, marketing et RH. Deuxième point qu'on évoquait, c'est la marque, ça ne doit pas être du vernis. Il ne faut pas essayer de se faire plus beau que ce qu'on est en vrai. D'abord être authentique et puis ensuite on va aller communiquer, faire savoir qui on est. Troisième point qu'on voulait partager avec vous, c'est les salariés comme vos clients, ils vont s'exprimer, que vous le veuillez ou non. Donc, surveillez déjà ce qui se dit sur vous. Donc là, nous, on va utiliser par exemple des logiciels de veille pour surveiller ce qui se dit. Mais surtout, il faut être dans une posture, on va encourager. Et même s'il y a un avis qui est négatif, ça nous permet aussi de rebondir, d'apprendre. Quand on parlait de le point de départ de la fidélisation des clients, c'est déjà aussi là. Hein, c'est qu'est-ce qui se dit, c'est quoi l'expérience que vivent mes clients et mes collaborateurs. Le web offre de vraies opportunités pour les RH. Là, encore une façon de se rapprocher du marketing et de dire, voilà, moi j'ai tel besoin, je cherche à toucher telle cible, j'ai tel objectif. Qu'est-ce que je peux faire grâce au web pour atteindre ça? On parlait de recrutement, de fidélisation, de visibilité. Il y a plein de choses à faire grâce au web et même pour des TPE et des PME. Et on en revient finalement au dernier point, mais qui est peut-être le premier, le principal. Avant tout, c'est une démarche stratégique, que ce soit le recrutement ou le marketing.
c'est d'abord de se définir des objectifs qui sont clairs, qui va conduire à des actions. Qui dit action dit indicateur. Et là où le marketing généralement est très fort, c'est de piloter tout ça, de pas juste se dire j'ai fait des choses et maintenant on va le transposer dans une sphère RH, c'est je publie une annonce, est-ce qu'elle est vue, combien j'ai de candidatures qui sont passées en étape 2, etc. Ça nous permet aussi de piloter la performance et d'améliorer, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour les prochains processus. Et on a toujours aussi ces questions de satisfaction. Si vous introduisez du NPS dans différentes étapes, vous avez du feedback et vous pouvez améliorer tout ça. Voilà, on en a fini sur ce webinaire marketing RH. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. En tout cas, c'était très sympa de le faire avec toi, Nathalie. Vous pouvez nous retrouver sur les médias sociaux, sur LinkedIn. N'hésitez pas à venir nous ajouter, nous poser des questions pour prolonger. Il n'y a pas de piège, hein. Vous tapez Thibaut Bernardin sur LinkedIn, vous tapez Nathalie Wirth sur LinkedIn, vous nous retrouvez très facilement et on aura grand plaisir à échanger. Et puis même si vous voulez mettre des RH et du marketing autour d'une table chez vous, faites-nous coucou, on sera content de venir discuter avec vous. Merci à tous. Très belle journée. Et à très bientôt. Au revoir.